Depuis sa canopée, la strate supérieure de la forêt, on découvre cette étendue verte de 1650 hectares, la forêt domaniale de Saint-Michel-Freyr. Cette forêt, en province de Luxembourg, suscite beaucoup d'intérêt. En 1982, suite à une décision du roi Baudouin, les chasses de la couronne devenaient des zones réservées à la recherche scientifique, en y développant une gestion plus en accord avec la nature. Aujourd'hui, ce territoire est devenu un laboratoire de la biodiversité. C'est ici la priorité des priorités. Le projet Nasonia est né en 2019 du partenariat public-privé entre le département Nature et Forêt du Service public de Wallonie et la Fondation Peridaisa. Le projet est donc piloté à deux. C'est une cogestion au quotidien. Il y a une véritable audace, mais qui est inhérente à l'écosystème forestier, c'est que le gouvernement wallon a dit on va tester ça sur 20 ans, potentiellement 3 fois renouvelable, donc c'est 80 ans. Donc a priori ce projet pourrait durer, et on va tout faire pour qu'il dure 80 ans, ce qui peut paraître extrêmement long pour un temps politique, et ce qui est juste le début d'un temps nature respectable. La forêt ne s'envisage jamais en dessous d'un siècle, et donc ici on a au moins 80 ans pour tester. Et là, ici, dans le cadre du projet Nasonia, eh bien, on va essayer d'aller aux limites de ce qui est possible, le plus loin possible en matière de conservation de la nature, même si nos collègues le font aussi dans d'autres forêts. Là, volontairement, nos décideurs, nos différents responsables disent, eh bien, dans cet endroit-là, ça va être un incubateur d'idées, ça va être un lieu d'essai, de partenariat pour essayer d'agrandir cette réflexion. Autre dimension importante, et c'est une première, c'est celle de la durée du projet. Le temps long est respecté. C'est le rythme de la nature. Il y a vraiment un pari qui se joue sur l'avenir, mais qui aussi répond à toute une série de questionnements que les propriétaires forestiers, qu'ils soient publics ou privés, ou les gestionnaires forestiers se posent. C'est comment va réagir la forêt au siècle qui s'annonce, qui est plein de défis, réchauffement climatique, érosion de la biodiversité. Et donc là, à nouveau, le gouvernement wallon dit testons sur une longue durée de voir comment une forêt peut s'adapter à ce qui l'attend au XXIe. Nasonia, c'est un pari sur l'avenir. Ici, les gestionnaires ont une devise. Laisser faire la nature, sinon agir. La forêt domaniale, elle est bien propriété de la région wallonne, mais elle est assise sur le territoire de 3 communes, Saint-Hubert, Nassogne et Tenneville. Elle a vraiment comme ambition, sur une surface raisonnable, c'est 150 hectares, on va commencer à pouvoir tester la réaction des écosystèmes. Et donc elle a vraiment comme but d'être pilote et de permettre à la région wallonne d'avoir une forme de laboratoire à ciel ouvert. En cette période hivernale, c'est le temps des plantations. Et ici, en bord de lisière, la pratique a changé. Comme on se rend compte que la forêt, tout doucement, elle évolue, qu'on a sélectionné pendant de nombreuses années des types d'arbres, donc des essences d'arbres qui allaient produire de l'argent. On a parfois un petit peu défavorisé les différents arbres qui étaient originaires de la forêt, qui étaient naturellement là. Et donc ici, dans le cadre du projet Nasonia, on va réinstaller toutes ces lisières et on a fait en 2 étapes. D'abord, on a coupé les anciens épicéas qui étaient là. Et puis alors, on a préparé le terrain et on a planté les petits arbres. Alors dans une zone, on a mis des clôtures parce qu'il y a du gibier qui risquerait de venir grignoter les petits arbres qu'on a plantés. Et on remet comme variété d'arbres plutôt ce qu'on appelait des essences secondaires. Ça veut dire que c'était des arbres qui étaient moins favorisés et qui avaient toute leur importance. Et ça va recréer une lisière. Et donc, à terme, on enlèvera aussi les autres résineux. Et donc, on aura ici cette partie de la forêt qui aura grandi, qui sera devenue une lisière forestière, avec des petites variétés d'arbres très jolies, qui vont être multicolores, qui vont sentir bon aussi, qui vont attirer les insectes. Donc, c'est en tout cas de recréer, entre guillemets, une sorte d'étage favorable pour la biodiversité. En Ardennes, le modèle sylvicole du tout à la monoculture est en train d'être abandonné. On mise avant tout sur la diversification. Et au cœur de Nasonia, on s'y prépare. Dans cette forêt, les cerfs, les chevreuils et les sangliers sont très nombreux. Il faut donc protéger toutes les plantations, de jeunes êtres et autres essences dont sont justement très friands les grands ongulés.
Donc c'est une clôture qui fait 1400 mètres de tour, c'est une des plus grandes, donc c'est pas du tout un endroit qui est contourné par les cervidés. Il y a des cervidés maintenant en permanence, c'est devenu un hôtel-restaurant, puisqu'on voit qu'à l'extérieur il n'y a absolument rien comme régénération et à l'intérieur c'est la forêt vierge. On a du hêtre, on a du bouleau, on a parfois du sorbier, un peu de chêne. À l'extérieur, quand on regarde le trou qu'il y a en termes de régénération entre les arbres qui sont là et le sol, ici, il y a 150 ans sans régénération. Devant ces 150 ans de gestion problématique, il faut donc agir, mais en conservant une certaine humilité. C'est un peu facile à dire, mais on veut écouter la nature. Donc ça veut dire que la nature, elle est là depuis bien plus longtemps que nous et elle a un système d'équilibrage qui se base sur la longueur du temps. Mais donc parfois, ce serait un peu vaniteux et aléatoire de notre part de dire on va ramener au plus court, au plus facile des essences qui viennent de Dieu sait quelle région. Non, on va d'abord observer un peu ce que la nature fait et le fait de laisser une grande zone, donc près de 1000 hectares en libre, en tout cas en intervenant très très peu et laissant une très grande zone en libre évolution. Tout ça, c'est également des zones qui vont nous permettre de savoir si on a bien fait ou pas de ramener des arbres de certaines régions. On aurait envie de dire que n'allons pas trop vite, ne changeons pas complètement nos forêts non plus. On l'a fait parfois un peu précipitamment. À certaines époques, on a voulu faire fonctionner la planche à biais, produire de l'argent en plantant des résineux. Il y a des endroits où on en a planté, ce n'était pas du tout la bonne idée. À d'autres endroits, là, ça a bien évolué. Donc ça veut dire que ça paraît un peu parfois rapide de vouloir ramener des arbres d'une certaine région. Vous savez, on l'a fait pour certains arbres comme le Douglas ou parfois comme le mélèze, et il s'est avéré qu'on a ramené aussi certains parasites qui sont arrivés par après et qui ont tout détruit. Donc la nature, c'est un jeu de Mikado, ça fonctionne vraiment avec un équilibre très fin. Quand on bouge à certaines baguettes, on va tout déséquilibrer. Nous, on ne veut pas faire cet exercice-là, on ne veut pas jouer à l'apprenti sorcier, on va plutôt voir quelle est la résilience de la forêt, ce qu'elle va nous donner comme possibilité d'adaptation, et on sait par exemple que le chêne Sicile, qui est une variété d'arbre qui vit chez nous depuis fort longtemps, va résister le mieux, lui, au dérèglement climatique. Utilisons cette essence-là d'abord, plutôt que d'amener des eucalyptus ou des baobabs. La volonté d'un regain de nature est manifeste. Mais face à cette priorité environnementale, la dimension économique n'est pas effacée. L'exploitation forestière et la chasse restent d'actualité. Aujourd'hui, les gestionnaires posent un autre regard sur la conception des rentrées financières. On ne va pas non plus se passer, entre guillemets, des expériences qui ont été faites par d'autres. On va s'en inspirer et ici, au niveau financier, la vente de bois continuera à apporter de l'argent. Et la vente de la venaison du gibier également. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de se dire, mais ce qui est rentrée d'argent moins direct, parce que c'est toujours difficile de quantifier, par exemple, quand on a une activité touristique, c'est difficile de dire qu'a rapporté une zone qui a été visitée en nuitée, en restauration, etc. Et donc, on va essayer de réfléchir à des financements qui vont permettre peut-être de responsabiliser parfois certaines personnes en disant la forêt, elle rapporte des services. Elle purifie notre air, elle va aussi servir de château d'eau potable, elle va servir également au niveau paysager. Donc il y a pas mal de choses qui interviennent. Et à ce moment, il ne faudrait pas quantifier ça pour dire, voilà, la forêt, c'est pas uniquement des rentrées d'argent directes, mais il y a aussi tout un aspect de rentrée indirecte. Et c'est un peu la réflexion écosystémique. Et donc, c'est de réfléchir justement à, sans évidemment se faire nécessairement valider par des gens qui ne sont pas en accord avec le projet. Parce que si jamais on a des partenariats, il faut évidemment que ces gens rentrent parfaitement dans les objectifs qu'on s'est fixés. Raison pour laquelle les deux gestionnaires vont à la rencontre des citoyens et des communes voisines pour expliquer le projet et écouter aussi les différents points de vue sur la gestion d'une forêt. C'est toute une approche pédagogique qui se déploie. Ici à Saint-Hubert, la forêt domaniale depuis très longtemps regorge d'animaux en tout genre, et cela bien avant Nasonia. Les caméras pièges attestent de cette richesse de la faune. La cigogne noire, la chouette de Tengmalm, le grand corbeau, la chouette chevêchette. Donc c'est vraiment une forêt très très riche en biodiversité. Mais effectivement, l'intérêt de ces caméras pièges, qui étaient déjà utilisées avant par le DEMNA, donc le centre de recherche de la région wallonne, c'est finalement d'être en permanence présent en forêt sans du tout déranger. C'est ça qui est super intéressant, c'est que les animaux nous dévoilent leur présence, ou certains de leurs comportements sans que du tout on dérange. On va une fois par mois rechercher la carte mémoire et subitement on se dit tiens, il y a du blaireau dans ce coin-ci, on ne s'y attendait pas.
Nasonia se veut aussi une vitrine au public. La forêt reste ouverte. C'est bien une forêt domaniale et donc c'est bien une forêt qui est totalement accessible au public en suivant les règles du code forestier. Donc il y a toute une série de chemins, toute une série de balades qui sont accessibles. Il y a des aires de vision qui étaient préexistantes au projet Nasonia et sur lesquelles on invite les gens à venir. Donc c'est bien une forêt entièrement ouverte au public, oui. Avec les nouvelles technologies, dans un proche avenir, la forêt pourra s'inviter chez vous à tout moment, où que vous soyez. Et donc ça, c'est aussi une stratégie qu'on va essayer de mettre au point. C'est dans les années à venir, c'est en fait d'avoir des caméras en live qui vous permettraient le matin, chez vous, au bureau, dans une seigneurie, dans un hôpital, d'avoir cette bouffée d'oxygène qui vous arrive de l'extérieur en restant chez vous. Pouvoir se reconnecter avec la nature, avec la richesse de la biodiversité et sensibiliser le public, c'est une des branches de cet arbre qu'est Nasonia. À des milliers de kilomètres de là, en Afrique centrale, le Gabon, dont la superficie correspond à celle du Royaume-Uni, est recouvert d'une forêt extrêmement dense. C'est un immense poumon vert qui représente près de 85 à 90% du territoire. Le Gabon fait partie des 6 pays sur lesquels s'étend le bassin du Congo. Ce bassin versant du fleuve Congo est le deuxième massif forestier et poumon écologique de la planète, après l'Amazonie. Il représente 220 millions d'hectares de forêt. La préservation de cette forêt est un enjeu planétaire et le Gabon en est bien conscient. Les autorités du pays sont très impliquées. Les exploitations forestières doivent respecter des règles. Dans l'est du pays, Precious Woods CEB est une société pionnière qui opère depuis très longtemps selon les principes de la foresterie certifiée et durable. Ce qui lui vaut d'être doublement certifié par les labels officiels. L'origine légale du bois et la gestion durable des sites d'exploitation sont garanties. CEB, c'est une entreprise de droit gabonais qui est basée dans la province de Loguelolo et qui gère de manière durable 600 000 hectares. Nous avons sur le site 760 travailleurs qui sont impliqués dans la production en forêt et la transformation industrielle du bois. Chaque année, cette production s'élève à quelques 235 000 m3 de grumes, c'est-à-dire de troncs d'arbres abattus et ébranchés. Au final, cela représente 140 000 m3 de bois débité. Principalement, c'est l'okoumé qui est exploité. Son bois est utilisé pour la fabrication de contreplaqués et la confection de meubles. Toujours dans le respect de l'application des labels, la société n'opère pas de mise à blanc. L'exploitation forestière dans le contexte de CEB est une exploitation sélective à diamètre limité. Donc on s'est fixé des taux de prélèvement raisonnables, pas supérieurs à 3 pieds par hectare. Donc ça permet de réduire l'impact sur le peuplement résiduel. Ça permet également de donner une bouffée d'oxygène pour le taux de reconstitution des espèces qui sont parfois menacées. La démarche consiste à définir des crêtes. Des crêtes, c'est des petites poches d'exploitation. Donc la limite, c'est les cours d'eau ou bien des contraintes topographiques. Et donc, on mesure la superficie de ces crêtes-là et on applique ce quota par crête. Quel est l'impact de cette exploitation forestière? Les chiffres sont plutôt éloquents. Non seulement en termes de taux de prélèvement, mais aussi en termes de superficie impactée, nous sommes largement en dessous de la moyenne régionale. Titre d'exemple, nos statistiques et nos données démontrent que nous impactons 8,4% de la superficie forestière. Donc sur 100 hectares où nous on fait de la collecte du bois, il y a 8,4 hectares qui sont impactés par l'exploitation forestière. On parle notamment de parcs, de routes et de carrières de latérite. Uniquement 8%. Precious Woods CEB est souvent cité en exemple pour sa bonne gestion par l'administration forestière du Gabon. La société est très soucieuse de la préservation de la nature, mais pour préserver, il faut connaître la ressource. C'est là qu'interviennent Jean Blou Agrobiotech et l'ASBL belge Nature Plus. Ce type de partenariat nous permet d'améliorer nos mesures de gestion dans le sens où la ressource n'est pas totalement connue. Donc la première chose, c'est connaître le potentiel forestier, connaître l'écologie des essences, savoir quel type de traitement sylvicole appliquer pour garantir la durabilité. Depuis plus d'une quinzaine d'années, le professeur Jean-Louis Doucet se rend au Gabon. Ce spécialiste des forêts tropicales apporte bien plus qu'une caution scientifique.
Une des grandes forces de Jean Blou Agrobiotech, c'est d'avoir pu nouer des conventions de collaboration avec le secteur privé, actif en Afrique centrale, le secteur privé dans le domaine de l'exploitation forestière durable et qui se traduit par une certification de type FSC. Donc à travers ces collaborations, nous essayons de mettre en place une recherche appliquée qui peut bénéficier aux sociétés forestières pour être dans un processus d'amélioration continue. Et donc ça passe par différents types de travaux. Une réflexion commune pour la mise en place de techniques d'enrichissement forestier, c'est-à-dire de plantation en forêt selon des modalités qui sont les plus pragmatiques possibles, avec des espèces de bois d'œuvre de grande qualité, mais aussi des travaux dans divers secteurs comme l'étude de la faune, étude de l'impact de l'exploitation forestière sur la faune, des interactions entre la faune et la flore, donc pour essayer de comprendre comment les différentes espèces commerciales sont notamment dispersées par la grande faune. Nature Plus a permis l'élaboration d'un cadastre précis de toutes les trouées, un outil bien utile pour les opérations de reboisement. À côté de cet aspect totalement scientifique, on a aussi un volet sylviculture et reboisement qui permet de mettre en place une méthodologie, d'identifier des trouées d'abattage, de mettre en place des plans en respectant leur sensibilité à la lumière, donc héliophile ou ombrophile, et de là assurer un suivi pour renouveler le peuplement forestier pour les essences qui présentent des déficits de régénération. Nous nous rendons sur une des trouées répertoriées grâce aux données GPS. Dans cette trouée, causée par un arbre abattu, on replante certaines espèces en fonction de la lumière observée sur place. Donc ici, on peut constater que c'est une trouée qui n'est pas assez éclairée. Donc le choix des espèces ici, c'est des espèces comme ça qui demandent pas beaucoup de lumière. Ce sont ces espèces qu'on va introduire ici et on introduit 3 espèces de 9 plants en espérant qu'au moins un arrive à s'en sortir, arrive à pousser naturellement. Une détérioration due à la présence notamment des éléphants qui raffolent par exemple des jeunes pousses de Moabi, une espèce d'arbre totalement protégée. Ils consomment des fruits, ils consomment certainement des écorces, mais beaucoup plus les feuilles quand on a des jeunes plants. C'est des plants qu'on retrouve maintenant difficilement en forêt. Et eux, quand ils arrivent déjà ils aiment marcher dans des clairières. Donc quand ils arrivent dans des endroits comme celui-là, ils trouvent des espèces qu'ils ont l'habitude de consommer. Parfois, on a la chance qu'ils prennent simplement les feuilles. Et donc l'espèce peut continuer à pousser. Et d'autres fois, parfois ils arrachent tout, ils tirent toute la plante et tout le plant et ils s'en vont avec. Le travail de débroussaillage de la trouée et ensuite celui de plantation est énorme pour les équipes sur place. L'objectif est de planter 5000 plants chaque année. Alors il arrive que, en fonction de l'emploi du temps, en fonction du programme, en fonction du management, qu'on arrive à en faire plus. Cette année, par exemple, on est à 13 000 plants. D'où l'importance de disposer d'une pépinière. Ici, toutes les espèces sont répertoriées. Chaque graine semée renvoie à un arbre de la forêt dont les coordonnées GPS sont connues. La traçabilité est ainsi assurée. Et ce sont tous ces plants qui serviront à enrichir les trouées. Donc on a aussi des expérimentations qui permettent de préciser les besoins en lumière des différentes espèces. Et donc on a fait un premier schéma expérimental sur le camp pour préciser les conditions de croissance optimales pour le camp. Donc on a différentes gammes d'éclairement, 1 à 2% d'éclairement relatif qui correspondent à ce qu'on a dans un sous-bois de la forêt, et puis 4%, 10%, 25%, 40%, 60%, 100%. On a pu déterminer pour le camp que l'optimum est de 25%. Et donc ça veut dire que pour le camp, le site idéal pour la plantation, c'est les trouées, les ouvertures de la forêt, notamment les trouées d'abattage. Et donc on va enrichir les trouées d'abattage avec le camp. Les expériences sur le terrain sont nombreuses et très diversifiées. Elles peuvent s'étaler sur des périodes d'observation très longues. Jean-Louis Doucet nous emmène sur une parcelle à l'étude depuis une vingtaine d'années. Dans cette parcelle, nous suivons les arbres qui ont plus de 10 cm de diamètre. Par exemple, cette espèce-ci est suivie depuis le début, depuis une vingtaine d'années. C'est le koumé, donc qui est vraiment l'espèce dominante de ce type de formation végétale. Sous le koumé s'installent des espèces qui sont plus tolérantes à l'ombrage, comme cet otunga, qui est venu par la suite. Et comme on mesure tous les arbres qui ont plus de 10 cm de diamètre, on mesure ce qu'on appelle le recrutement, c'est-à-dire les arbres qui dépassent ce seuil et qui vont
à leur tour être suivis. Et donc on peut enregistrer la mortalité, ça nous permet de modéliser l'évolution du peuplement forestier au cours du temps. Un peu plus loin, sur une autre parcelle, d'autres arbres sont également à l'étude. Le camp vient d'être abattu, c'est une espèce qui est particulièrement étudiée par notre laboratoire, puisque c'est une espèce de bois d'œuvre très importante. Et donc il y a une thèse de doctorat qui est en cours sur cette espèce. Et donc ici, on voit que c'est un arbre qui a déjà fructifié. Nous avons des gousses au sol. Donc c'est un arbre qui a déjà pu produire une descendance qui est abattue. Et donc parmi les paramètres que nous étudions, il y a notamment les diamètres minimums de fructification. Et donc on fait des recommandations à l'exploitant forestier pour que son diamètre minimum d'abattage soit bien au-dessus des diamètres de fructification pour laisser le temps aux espèces de se reproduire avant de les abattre. La faune joue un rôle capital dans le développement de la forêt. Sans la présence des éléphants, des gorilles, des buffles d'eau ou encore des antilopes et autres panthères, la forêt ne serait pas aussi riche en diversité. Ici, nous trouvons ce qu'on appelle la série de conservation. Lorsqu'on réalise un plan d'aménagement, et c'est une obligation légale dans tout pays d'Afrique centrale de concevoir un plan d'aménagement, on définit des séries. Il y a bien entendu la série de production dans laquelle on va exploiter le bois d'œuvre, et puis des séries de protection, conservation, des séries à vocation sociale. Et dans les séries de conservation, protection, il ne peut pas y avoir d'exploitation forestière. Et ces séries sont déterminées sur base d'inventaires préalables qui permettent d'identifier des zones comme celle-ci. Ici, nous sommes dans une saline. Les salines, ce sont des zones dans lesquelles la nappe phréatique affleure, et ce sont des zones dans lesquelles on a des fortes concentrations d'éléments minéraux. Ces éléments minéraux sont aussi entretenus par les déjections des animaux. Et les animaux qui sont à la recherche de ces minéraux fréquentent très fréquemment ces zones. Donc c'est le cas des éléphants, des buffles, des gorilles notamment. Et donc comme ces zones sont particulièrement riches en faune, il ne va pas y avoir d'exploitation. Une société qui est certifiée FSC doit avoir 10% de sa superficie qui est en zone de conservation, protection. On peut voir ici qu'on a une fréquentation exceptionnelle. On a plein de traces de buffles, plein de traces d'éléphants. Regardez au niveau des troncs, vous voyez que les troncs sont couverts de terre parce que les éléphants viennent se frotter. Ils arrachent aussi des écorces pour se nourrir, pour se soigner. Et donc tout ça provoque toute cette déformation, toutes ces cavités au niveau des arbres. On peut constater aussi qu'on a énormément de régénération naturelle qu'on retrouve dans les crottes d'éléphants. Et donc, même si nous sommes dans des forêts qui, à l'origine, dans ces zones-ci, sont des forêts qui sont à base de koumé, ce sont les éléphants qui amènent toutes les autres espèces et qui permettent cette diversification du milieu. Et ces zones sont hautement protégées et surveillées. Donc ici, nous sommes devant une zone de protection. En tout cas, des zones de protection qui existent dans la concession forestière de CEB Precious Woods. Toutes les concessions forestières qui sont certifiées FSC donc, ont ces séries de protection dans lesquelles il n'y a pas du tout d'exploitation forestière. Donc cette mesure, plus des mesures particulières de lutte anti-braconnage et des mesures autres encore de gestion qui sont mises en œuvre dans la concession forestière, permettent d'avoir des densités animales qui peuvent être équivalentes, voire supérieures à ce qu'on peut trouver dans les aires protégées. Et donc ça indique bien que lorsque les forêts sont gérées durablement, elles jouent un rôle complémentaire aux aires protégées. La protection de la faune pour Precious Woods CEB est primordiale. C'est inscrit dans l'ADN de l'entreprise et c'est aussi une exigence de l'État gabonais pour toutes les entreprises forestières. Dans le cadre du partenariat avec Jean Blou Agrobiotech, des études sont menées sur la faune. Une doctorante analyse ainsi l'impact de l'exploitation forestière sur les populations d'éléphants. Comme cela a été vérifié au Cameroun et en Ouganda, il apparaît que les populations d'éléphants sont plus importantes dans les zones de forêt qui ont été exploitées. L'éléphant est effectivement une espèce qui doit être protégée puisqu'elle joue un rôle très important en matière de dynamique forestière. Donc elle permet d'avoir de la lumière qui arrive dans le sous-bois pour le développement des plantules et elle agit comme disperseur de certaines espèces commerciales. On a le parousa, on a le mambodé, on a le douka, le mukulungu, le moabi. Et donc ça, c'est des espèces qui dépendent totalement ou en partie de l'éléphant. Et donc il faut qu'il y ait une coexistence entre l'exploitation forestière et la grande faune.
l'éléphant peut aussi tirer profit de l'exploitation forestière. Parce que l'éléphant, ce qu'il aime bien, c'est pas des milieux qui sont trop fermés. Il aime bien aussi des zones qui sont légèrement ouvertes. Il aime bien fréquenter des trouées d'abattage. Et l'éléphant, comme l'être humain, il va utiliser préférentiellement les pistes de débardage pour se déplacer. On l'aura compris, les sociétés forestières ont tout intérêt à préserver la faune. Mais cela a aussi un coût financier qu'elles doivent supporter. Certaines sociétés ne vont pas jusqu'au bout de cette logique. Ici, chez Precious Woods CEB, on fait par contre le maximum. Depuis nos Ardennes, avec le projet Nasonia jusqu'au Gabon, on voit que la biodiversité s'enracine. Il était temps, il était urgent. L'espoir aujourd'hui, c'est que ces modes de gestion puissent étendre leurs racines ici et ailleurs sur la planète.